Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à des dissertations en philosophie réaliste, au service en particulier des élèves de terminale. Attention, ces dissertations ne sont pas faites pour être simplement reproduites. Il s'agit d'une façon de traiter un sujet et à chacun de s'en inspirer et de trouver ses propres exemples, ses propres applications, ses propres débats. Le sujet d'aujourd'hui, c'est « Est-ce que la philosophie est utile ?» Depuis plus d'un siècle, la France a une particularité dans son enseignement. En classe de terminale, il y a un enseignement systématique de la philosophie, en tout cas dans les classes générales. C'est quelque chose qui est particulier et unique. En Europe, dans le reste de l'Europe, ce sont plutôt des cours de religion, qui intègrent certes des parties de philosophie, et aussi parfois des cours de morale laïque qui sont en complément. Or, à l'heure actuelle, et je dirais même depuis presque 40 ans, on constate une sorte d'épuisement de cet enseignement, aussi bien chez les professeurs que parfois chez les élèves. Au début, on y arrive plein d'enthousiasme, on va découvrir des choses sur l'homme, se dit-on. Et très souvent, on est confronté, en fait, à divers systèmes de pensée qui sont présentés, et surtout, le prof ne doit pas s'engager. S'il s'engage, il va paraître intolérant. Si bien que les professeurs sont très souvent confrontés, après l'enthousiasme des premiers cours, je dirais, à un manque d'intérêt. Et les élèves, pour répondre à des questions, des sujets qui pourraient paraître passionnants, font assaut de citations, parfois falsifiées, trouvées chez des auteurs, pour paraître cultivés. Évidemment, ce que je me dis là ne concerne pas les professeurs qui ont une pédagogie très vivante et qui savent passionner pour tout, ni les élèves qui de toute façon travailleront. Donc je dirais qu'il y a une crise de la philosophie, qu'elle est réelle, que les professeurs en souffrent et qu'il faut en sortir. Alors, dans ce sujet, je procéderai en deux parties. Premièrement, essayer de montrer ce que c'est que la philosophie, parce que sous ce mot se cachent diverses réalités qui s'expliquent par son histoire. Elle a été au point de départ la recherche de la sagesse, donc du sens profond de la vie. Puis elle est devenue science avec Aristote. Puis, en Europe occidentale comme en Occident, elle a été confrontée aux religions révélées. Elle a été mise au service de ces religions ou au contraire rejetée par ces religions. Avant de passer par une crise en Occident, celle des professeurs répétiteurs au Moyen-Âge et après. Si bien que, par réaction, à partir de Descartes, elle devient, je dirais, non plus une recherche du réel, mais une sorte de recherche de la certitude qu'on atteint le réel, puis de la certitude que son idée est plus forte que le réel. C'est l'âge des idéologies. Si bien que maintenant, très souvent, elle devient une explication de divers systèmes de pensée, une sorte d'histoire de la pensée. À partir de là, dans une deuxième partie, j'essaierai de montrer comment on peut guérir la philosophie, la rendre de nouveau vitale pour l'intelligence des jeunes. Et donc, qu'est-ce que la philosophie d'abord ? Philosophie au sens étymologique, qui est un mot grec, veut dire amour, philia, de la sagesse, sophia. Or, la sagesse pour les Grecs, c'est quelque chose de très particulier. Aristote disait, c'est la science des sciences. C'est la science qui donne sens à toutes les sciences. Il expliquait ainsi, si je suis un connaisseur parfait du monde des animaux, si je suis parfaitement doué en politique, donc qui est une partie de la philosophie, mais que je ne sais pas ce que c'est que la sagesse, à savoir la réponse aux trois questions fondamentales que tout homme s'est toujours posées. D'où est-ce que je viens radicalement ? Pas l'idée que je viens de mes parents, ça c'est immédiat, mais radicalement, à savoir, est-ce que je suis créé ? Est-ce que mon existence est sortie d'une intention ou simplement du hasard, comme le disent les matérialistes ? Qui suis-je profondément ? C'est la deuxième question. Elle est liée à mon présent. Est-ce que je suis sur Terre une passion passagère, comme le disent les épicuriens, ou est-ce que je vais durer ? Et la troisième question, qu'en est la conséquence ? Où est-ce que je vais ?
radicalement, c'est-à-dire après la mort. Est-ce que je vais vivre? Est-ce que cette vie prépare une autre vie? On pourra dire, mais ce sont des questions religieuses. Eh bien oui. Au départ, je dirais au Paléolithique, on en a les preuves, je dirais dans les grottes peintes. Dès le départ, dès que l'homme sort de l'animalité, il se pose ces trois questions. Il ne peut pas faire autrement. Et je dirais même que la marque particulière qu'il y a un homme sage, Homo sapiens, c'est qu'il y a une tombe organisée en vue de la survie. Actuellement, les paléontologues hésitent pour savoir si l'homme de Néandertal est capable de sagesse. Alors ils trouvent quelques exemples de tombes qui pourraient peut-être. Mais quand l'homme moderne apparaît, alors les tombes sont là, nettement, avec un cuisseau d'animal à côté pour pouvoir être mangé dans l'autre monde, etc. Ça, c'est la marque que l'homme se pose ces trois questions. Pendant toute une partie de l'humanité, donc je dirais jusqu'à ce qu'apparaisse en Occident la sagesse grecque, eh bien, on répond par des religions, je dirais, très anciennes, comme l'animisme, la foi dans l'âme humaine qui survit avec les âmes des animaux dans l'autre monde, puis par des religions solaires, parce que le soleil, au néolithique, peut détruire la récolte ou au contraire la favoriser, ainsi que la pluie. Et on offre des sacrifices à ces dieux pour qu'on ne meure pas de faim. Et puis par des religions mythiques, un peu plus tard, lorsque l'agriculture va mieux et qu'on peut expliquer le monde à travers des histoires, des contes, comme auprès des enfants. Mais ça répond à l'angoisse de l'homme. C'est donc le premier âge de la philosophie, elle est donc recherche de la sagesse. Seulement, elle ne va pas en rester là. À un moment donné, précis, chez les Grecs, à l'époque d'Hésiode, donc disons 5e siècle avant Jésus-Christ, un homme, confronté à tous ces mythes grecs sur les dieux, se décide de mettre de l'ordre avec sa raison. Il dit « tel dieu est identique à tel autre, je vais donc les fusionner ». Et il écrit un livre, la Théogonie. Ce livre paraît peu important, après tout. Eh bien si, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un a osé trier les dieux avec sa raison. Et ça va avoir un effet bouleversant dans ce monde grec. À savoir que quelque temps plus tard, à l'époque d'Alexandre le Grand, eh bien, un philosophe va dire qu'il y a une possibilité d'atteindre le réel par sa raison seule. Ce philosophe, ce géant, est monté sur les épaules de géants. Sans Hésiode, il n'y aurait pas eu Socrate. Sans Socrate, il n'aurait pas eu Platon. Et Platon, c'est le maître de ce philosophe-là qui s'appelle Aristote. Pour lui, la philosophie, c'est la science. De toutes les sciences, elle va s'occuper. Du moment qu'elle s'en occupe, par les seuls instruments naturels de la raison. Ça veut dire qu'il refuse la foi. À un moment donné, confronté à une polémique avec son maître Platon, qui pense qu'on peut prouver qu'on est des réincarnés, on est venu sur Terre incarné et qu'on a vécu avant la mort. Il dit « Platon, mon maître, je l'aime bien, mais la vérité plus encore. Et donc, si la vérité me dit que Platon se trompe, c'est vers la vérité que j'irai. » Donc je rappelle ici la polémique, c'est une polémique face à la théologie finalement. Platon prétend donc qu'on vient de l'autre monde et qu'on a tous eu dans l'autre monde où on était des purs esprits. Et il le prouve de la façon suivante. Qu'on prenne un enfant de 7 ans, qu'on lui pose des questions habilement. Il trouvera des vérités les plus profondes, les plus subtiles. Et cela prouve, dit Platon, que cet enfant savait tout avant sa naissance, qu'il ne fait que s'en souvenir. Aristote écrira un long traité de logique pour dire « mais non, pas du tout ». C'est parce que si on lui donne, dans une proposition générale, par exemple « tout homme est mortel », la conclusion qu'on veut tirer, à savoir que cet homme-là est mortel, eh bien, simplement, en lui posant habilement les questions, il trouvera la vérité par les prémices qu'on a posées. Ça, c'est Aristote qui, je dirais, invente ce qu'on pourrait appeler l'adolescence de la philosophie, la fait sortir de l'enfance, celle des mythes anciens, pour en faire une science. Et donc, deuxième sens de la philosophie, elle est la science du réel, par tous les moyens de l'intelligence. Et du coup, pour Aristote, on peut s'occuper en philosophie de tout, du moment que ce n'est pas de la théologie révélée, comme le disait Platon. Alors il y a chez lui 7 parties de la philosophie, les parties pratiques,
L'homme est capable de travailler, donc on va s'occuper d'art. C'est la poétique d'Aristote, il l'invente. L'homme est capable d'une relation avec son prochain, c'est l'éthique à Nicomaque. L'homme est capable d'une vie politique, c'est son traité de la politique. Et puis, avant cette vie pratique, il faut connaître l'homme dans sa structure. L'homme existe, c'est fondamental. S'il n'existe pas, on ne peut rien dire. C'est donc la philosophie première, ou la métaphysique. Deuxièmement, l'homme il a un corps qui lorsqu'il tombe des escaliers se comporte comme un caillou. C'est la physique, l'homme est fait de matière. Troisièmement, l'homme est un vivant de vie végétative comme les plantes, mais de vie sensible comme les animaux, et de vie spirituelle qui lui est propre. C'est la philosophie du vivant, dont fait partie la psychologie. Et puis, après ces 6 parties de la philosophie, Aristote dit, et bien sûr qu'il y aura la sagesse. Là où était née la philosophie, c'est la 7e partie. Il faut savoir d'où on vient, qui nous sommes, où on va après la mort. Aristote va jusqu'à dire, l'homme, s'il a l'amitié et s'il a la sagesse, alors il peut être heureux sur terre. Donc, quelle ouverture, quelle nourriture pour l'intelligence que ce Aristote, mais comme tous les génies, étant à un sommet, ses disciples seront décevants. Ça veut dire que le maître, s'il a dit cela, est-ce qu'on peut le contredire? Et donc quand Aristote sera redécouvert par saint Albert le Grand au Moyen-Âge en Occident, et parallèlement par Avicenne Averroès du côté de l'islam, eh bien, il aura divers destins. Dans l'Europe chrétienne, lorsqu'on redécouvre cette pensée qui va jusqu'à la sagesse, une sagesse parfois critiquable, mais peu importe, une sagesse qui donne des réponses, qui dit il y a forcément un moteur premier à l'univers, qui a, je dirais, mis en mouvement le monde. Eh bien, on va dire avec Albert le Grand, il faut que cette recherche de la raison marche avec la foi catholique comme une affectionnée. Les deux ensemble doivent marcher ensemble, et donc il élabore une philosophie au service de la découverte de la révélation. Et il dit même, c'est important, parce que la philosophie, par sa propre méthode, elle atteint certainement l'existence d'un créateur, mais elle ne sait pas ce qu'il nous veut. Elle ne sait pas expliquer pourquoi on souffre, pourquoi on meurt. Et donc, la raison appelle la révélation. En Occident va donc naître à cette époque-là, au Moyen-Âge, une harmonie entre philosophie ouverte à toutes les sciences et puis théologie révélée. Dans l'islam, à l'inverse, à peu près à la même époque, certains sages, particulièrement des sunnites, vont dire que la recherche d'Avicenne, d'Averroès, abîme la foi, qu'elle lui est dangereuse, et que la philosophie est donc quelque chose qui doit être interdit. Elle va donc se couper, si bien que, à partir de l'an 1000, on peut dire à peu près, il n'y aura plus de grandes recherches de philosophie dans l'islam. L'âge d'or de l'islam, harmonie, science et foi, terminera. Pourquoi je dis cela? Parce que, par rapport à notre sujet, la philosophie est-elle utile? L'Occident décrète que oui, elle est essentielle, mais comme un serviteur de la révélation, et l'Orient musulman décrète que non, elle est dangereuse, nuisible. Et donc, en Occident, va peu à peu se mettre en place l'amour pour les sciences, et en Orient, une méfiance par rapport aux sciences. Et l'histoire continue. Donc, après avoir été science avec Aristote, science de tout le réel, puis science au service d'une meilleure compréhension de la révélation, avec saint Thomas d'Aquin en particulier, eh bien, après ces sommets de la pensée, encore une fois, viendront l'époque des professeurs, des répétiteurs. Ça veut dire qu'à un moment donné, par exemple, on voit que la scolastique, c'est-à-dire l'école occidentale, est en décadence. On raconte l'anecdote suivante qui est significative. Un jour, un étudiant à la Sorbonne, qui à l'époque est une université d'église, demande à son professeur combien de dents a une vache. Et le professeur lui dit « J'irai voir chez Aristote et je vous donnerai la réponse au prochain cours. » Il donne la réponse, et l'élève répond « Mais, monsieur, Aristote se trompe. Je suis allé voir dans la bouche d'une vache, elle n'a pas ce nombre de dents. » Alors, l'étudiant fut sanctionné, parce qu'il avait osé contredire le maître, le philosophe appelé Aristote. Ça, c'est l'époque de la crise. Pourquoi? Parce que l'écrit devient plus important que le réel, alors que pour Aristote, le réel, c'est le maître de la pensée.
eh bien cette crise, elle va se développer, si bien qu'il y a même une menace sur la pensée lorsqu'on trouve quelque chose de nouveau. Une menace qui va, évidemment, s'achever dans une décadence de l'Occident à travers les guerres de religion. Ça veut dire que l'orgueil, la certitude d'avoir la vérité, a pris trop cette civilisation brillante. C'est une crise. La philosophie va en sortir atteinte. C'est ce que je pourrais appeler la crise d'adolescence de la philosophie, avec Descartes. Lorsqu'arrive Descartes, je dirais que il est après la période des guerres de religion. Et donc, il essaye de redonner une autonomie, une magnifique autonomie à l'intelligence humaine. Au lieu de se fier, comme le faisait Aristote, à ses sens qui peuvent connaître le réel et éventuellement de mettre au service des sens la méthode expérimentale qu'il va développer par ailleurs dans son discours sur la méthode. Il essaye de prouver que le réel existe par une méthode mathématique. Il veut donc prouver qu'un objet, par exemple comme celui-ci, existe. Il ne fait pas confiance au sens. Il fait entrer la philosophie à ce moment-là dans un système où la démonstration est plus importante que la soumission humble au réel. Par un système très compliqué, à savoir une démonstration rationnelle de l'existence de Dieu qui ne peut pas nous tromper, et donc cet objet forcément existe puisque c'est lui qui a créé nos sens, il en arrive à établir de nouveau la philosophie. Ça paraît rien. En fait, comme il est réaliste en science, c'est le discours sur la méthode, et donc idéaliste en philosophie, avoir besoin de démontrer que ce stylo existe, il plonge la science dans le réalisme et la philosophie dans la crise la plus profonde, celle où elle va se mettre à planer dans les idées. On peut dire que les successeurs de Descartes, dans cette grande crise de la philosophie, ce sont les idéologies. Ça veut dire que tel philosophe découvre quelque chose d'absolument fascinant dans le réel, il l'exalte cette idée, et il en fait l'explication de tout le réel. Si le réel ne correspond pas à son idée, alors le réel, c'est lui qui doit se soumettre, et l'idée est maîtresse. On a plein d'exemples qui vont apparaître à cette période. Et je n'en prendrai qu'un seul pour montrer les conséquences concrètes que ça a eu sur la vie des hommes. Prenons le capitalisme pur des années, disons, 1830, avec la révolution industrielle. On estime qu'une entière liberté des entrepreneurs, avec leurs capitaux, va enrichir tout le monde. Et donc que rien ne doit empêcher leur entreprise. Rien ne doit modérer la loi du marché. Ce qui est rare est cher, et ce qui est fréquent ne vaut rien. Si bien que des ouvriers venant des campagnes vont arriver, ils sont nombreux, ils seront payés presque rien pour survivre dans la misère. L'idéologie, l'idée va s'imposer pendant des décennies, en plongeant dans une telle haine, dans une telle colère le monde ouvrier, qu'il va sortir une autre idéologie, tout aussi folle, de la même espèce, à savoir le communisme, qui consiste à dire que si on confie à tout le monde les biens de production, si on protège le travail par une sorte de dictature des pauvres qui fait que tout homme, même quand il est malade, a obligatoirement un salaire qui tombe, on créera un paradis sur terre, un paradis où chacun sera propriétaire de son travail et sera payé, je dirais, en conséquence de manière juste. Ce système paraît généreux sur le papier. Il avait d'ailleurs été pensé plusieurs fois, peut-être déjà en partie par Platon, mais aussi au début de l'Église catholique, dans les Actes des Apôtres. On voit une tentative de cela. Seulement, il oublie ce que c'est que l'être humain. L'être humain ne travaille pas pour la communauté générale comme le ferait une fourmi. L'être humain, sa femme, ses enfants, voilà ce qui motive son travail en général. Et là, il y mettra toute son énergie. Et s'il travaille plus, il veut gagner plus. Et s'il travaille moins, eh bien, il est normal qu'il gagne moins. Eh bien, ce système de pensée sera appliqué avec férocité pendant 70 ans en Union soviétique et dans d'autres pays. À chaque fois, il produira le même fruit, à savoir une ruine de l'économie, une pauvreté des gens. Mais, puisque l'idée est supérieure au réel, on en arrivera à rééduquer, puis à tuer ceux qui y résistent, ne serait-ce que par exemple en ayant vendu sur un marché de manière privée le peu de fruits de leur récolte, qui n'étaient pas donc
mise au service de la collectivité, mais pour un bien, pour un profit personnel et familial. Les idéologies vont être multiples. Il va y en avoir dans le domaine de la santé, avec le freudisme, avec Carl Gustav Jung aussi, qui est une autre forme de psychologie de l'homme. L'essentiel, c'est que ce qui caractérise ce troisième sens de la philosophie, c'est qu'elle est devenue le culte des idées. Et donc, par rapport à cela, au même moment, quand se développe la science moderne, qui, elle, a gardé le réalisme d'Aristote, seul le réel compte, eh bien les scientifiques vont regarder ce développement de la philosophie avec un certain sourire et un certain mépris. Et il y a de quoi finalement. On peut dire d'ailleurs que ces idéologies, par exemple en Occident, en Europe occidentale, vont donner, je dirais, les pires des systèmes. Les deux guerres mondiales, finalement, ce sont des idéologies exaltées. Pour la Première Guerre, c'est l'exaltation de sa patrie au-dessus de toute chose. Alors que la patrie, c'est quelque chose de bon, mais à son juste niveau, pas au point de détruire les autres patries. Et puis, avec la vengeance d'un des pays qui a perdu la Première Guerre mondiale, ça va devenir l'exaltation de la race. La race, la couleur de peau. Et même, à la rigueur, je dirais, peu importe la couleur de peau. Si on n'est pas de la race germanique, on est donc des sous-hommes. Cette idée va provoquer des millions de morts, si bien qu'à la sortie de la guerre, la philosophie qui est confrontée à ces multiples systèmes ne va plus oser être elle-même. On peut dire qu'on entre quelque part, après la Seconde Guerre mondiale, dans une pratique prudente des professeurs de philosophie. À savoir que très souvent, ils vont donner les divers systèmes qui ont été inventés depuis 2 siècles et demi, mais sans oser trancher. Oser trancher, est-ce que ce n'est pas devenir intolérant, retomber dans ces horreurs qu'on a vues dans la première partie du XXe siècle? La philosophie va donc devenir une sorte d'histoire de la pensée, où des systèmes divers et contradictoires sont présentés, s'affrontent, et de là, peut-être, sortira la réponse aux problèmes posés. Ce qui caractérise cette époque, c'est que l'instinct n'est plus celui des scientifiques qui, lorsqu'ils se posent une question, vont chercher la réponse dans l'observation du réel. Mais l'instinct du philosophe, c'est d'aller chercher dans les systèmes contradictoires, dans les pensées idéologiques qui se combattent. Et on pense que la synthèse donnera la réponse à la question posée dans la dissertation. C'est le fameux plan thèse, antithèse, synthèse, comme si la vérité pouvait être la synthèse de 2 erreurs. On en est là actuellement, et donc je disais dans l'introduction que les jeunes, confusément, sentent qu'il y a quelque chose qui n'est plus nourrissant, quelque chose qui n'est plus lié à sa source, comme si la philosophie était devenue un filet d'un robinet avec une eau polluée. Une eau qui ne nourrit plus l'intelligence alors qu'elle le pourrait. Alors, dans cette deuxième partie, appuyée sur cette histoire du sens du mot philosophie, je voudrais répondre à la question « Est-ce que la philosophie est utile ?» La philosophie, telle qu'on l'a fait en terminale, peut être utile. Ça permet de voir comment les hommes ont pensé au cours de l'histoire. Culturellement, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça, la philosophie. Ça pourrait s'appeler de l'histoire de la pensée. Et je dirais que c'est une discipline qui concerne plutôt les universitaires en doctorat, lorsqu'ils veulent chercher comment s'est mis en place divers concepts. Ce qui nourrit une intelligence native. Ce dont il a besoin, ce n'est pas tellement de cette culture-là, qui viendra plus tard. Je pense que ce dont il a besoin, c'est que son intelligence soit nourrie par quelque chose de solide. Quelque chose de solide, ça ne peut être que la réalité. Les systèmes de pensée sont très bien, mais leur source, ce à quoi ils doivent se référer normalement, et c'est le sens deuxième du mot philosophie, c'est le réel. Si la philosophie n'apporte rien de réel, à quoi sert-elle? Lorsqu'on regarde des jeunes qui sont adolescents, je dirais qu'il y a 2 choses dont ils ont besoin. Premièrement, se connaître eux-mêmes. C'est évident, c'était la question de Socrate, connais-toi toi-même. Ils voient poindre en eux diverses forces qui se contredisent. Quand un jeune tombe amoureux d'une jeune fille, eh bien, il peut très bien
être attiré par sa beauté et le charme qui émane d'elle, et en même temps ne pas aimer un certain nombre de ses goûts, de ses mentalités. Quelles sont ces forces contradictoires qui sont en nous? Eh bien, si la philosophie permet de savoir que dans l'être humain, dans le cœur humain, il y a 3 degrés, à savoir l'aspect physique, corporel, qui attire vers le corps sexué de l'autre, mais l'aspect sentimental, qui est charmé par une façon de bouger, qui n'est qu'une apparence, certes, mais qui est certainement très présente. Mais qu'il y a un 3e niveau d'ordre spirituel, intellectuel et moral, qui choisit ce qu'il fait de sa vie, qui met par exemple en avant en premier l'argent, ou au contraire la famille, et que la finalité que l'autre a est quelque chose d'essentiel à connaître. Donc sa beauté physique, son charme ne suffisent pas, même s'ils sont fondamentaux pour faire qu'un garçon regarde une jeune fille. Ce que je viens de dire là, c'est tout simplement des données de la philosophie du vivant, donc l'observation du réel structurée à travers une méthode de la pensée. Si la philosophie retrouve la source d'eau vive qui lui a donné de naître, donc cette réalité, je pense qu'elle peut reprendre vie et être extrêmement utile aux jeunes. Deuxième chose que les jeunes recherchent, c'est de réussir leur vie pratique, de mettre les valeurs qu'ils vont devoir mettre en avant dans un ordre qui correspond à la recherche du bonheur. C'est ce qu'on appelle la philosophie pratique. Si on peut prouver par la philosophie que l'homme qui met en premier comme finalité de sa vie sa carrière et l'argent qu'il en sortira, ne peut pas trouver le bonheur, mais que si il change légèrement les choses, que cet argent et cette carrière sont des moyens au service de quelque chose de plus profond en lui, sa famille, son amitié, la recherche du sens de la vie, alors ça sera utile, tout se met en place pour lui. On voit que une telle recherche peut se faire par une simple observation des cas qui l'entourent, par exemple des jeunes de la télé-réalité, pour qui la gloire est essentielle, et ils regardent leur destin. Cette observation du réel est donc première. Après ça, voir ce qu'on dit des penseurs, qui se sont contredits. Certains ont mis en avant en premier les plaisirs, d'autres la gloire, d'autres l'argent, d'autres la famille et la sagesse. De les confronter peut être très important et très utile, mais avec comme maître premier l'observation du réel que des jeunes peuvent avoir. Ils ont tout de même vécu 17 ou 18 ans sur Terre. Donc ces 2 dimensions, la dimension spéculative, connaître pour connaître, et la dimension pratique, connaître pour réussir sa vie, semblent essentielles à retrouver. Évidemment, lorsqu'on revient à une philosophie réaliste, modernisée, il y a eu des apports énormes, des découvertes de la science moderne par exemple. Dans ce cas-là, je dirais que le rapport de la philosophie avec la science positive moderne doit pouvoir être repensé. Je disais tout à l'heure que la science positive moderne, confrontée à une philosophie qui part dans des systèmes indémontrables, elle la méprise un peu et elle a bien raison. Par contre, si la philosophie redevient réaliste comme la science positive moderne, donc la physique, la chimie, la science des matières, l'est, alors il doit pouvoir y avoir respect entre elles. C'est-à-dire que la science doit pouvoir arrêter de se moquer de la philosophie. Je voudrais prendre, pour illustrer cela, l'exemple de ce qui s'est passé récemment avec les frères Bogdanov. Voulant être entendus par, je dirais, le domaine du réalisme actuellement en Occident, qui est le domaine exclusif des sciences. Ils ont donc entrepris chacun une thèse scientifique. Ils l'ont fait avec leur talent habituel, ça veut dire une capacité de métaphore qui fait qu'ils mettent à la portée du grand public des notions extrêmement complexes, comme la physique quantique ou la physique relativiste. Et puis, à un moment donné, étant réalistes, le voulant, ils ont posé une question qui, hélas, au plan épistémologique pur, sortait du domaine des sciences modernes. Puisque les sciences modernes n'étudient que ce qu'elles peuvent atteindre par l'expérience ou l'expérimentation et qu'elles peuvent mesurer par un outil mathématique. Leur domaine, c'est la matière. Ils se sont donc posé la question, qu'y avait-il avant le Big Bang? Donc, c'est un domaine qui, par définition, est inaccessible, parce que d'abord,
juste après le Big Bang. Les concentrations de la matière sont tellement puissantes, les températures tellement élevées, que les équations mathématiques ne peuvent pas se représenter cette première seconde de l'univers. Mais s'il s'agit de se poser ce qu'il y avait avant, on entre dans un domaine purement philosophique. Quelle est la cause de cette gigantesque explosion qui a produit l'univers? Ils n'étaient plus en science, ils étaient en philosophie réaliste, et donc ils se sont fait moquer d'eux par un panel de petits scientifiques qui étaient habitués à ridiculiser ce genre de questions qui sortaient de leur domaine. Si la philosophie réaliste retrouve sa noblesse, à savoir tout ce qui est réel, par toutes les méthodes de l'intelligence, elle doit se poser les questions. Alors, les frères Bogdanov peuvent être réhabilités et respectés par les pairs scientifiques. Pourquoi? Parce que la science, il y a des choses qu'elle n'atteint pas. Et donc, à un moment donné, par d'autres méthodes, comme le raisonnement, on a bien raison de se poser des questions. Les frères Bogdanov vont répondre à la question d'une manière qui était très connue chez les philosophes, à savoir cette manière développée par saint Thomas d'Aquin au début de sa Somme de théologie. Ils vont dire ceci: on constate que dans la première seconde de l'univers, se sont mises en place des constantes mathématiques extrêmement précises. À la 50e décimale après le zéro d'un calcul de la matière, si la constante avait été différente, le monde ne serait pas comme maintenant. Il serait juste une explosion d'énergie. Il n'aurait pas donné ce qu'on voit, de la matière organisée, structurée, sous forme d'atomes, de molécules, et puis la vie. Ils vont manifester avec une grande admiration digne d'Aristote ce que c'est que ces constantes qui se sont mises en place dans ce temps gigantesque qu'est la première seconde après le Big Bang. Et ils vont dire, il y a forcément une cause adaptée à cet effet extrêmement intelligent. Et ils vont poser l'existence d'un mathématicien, une sorte d'horloger de l'univers, comme disait Voltaire, qui a non seulement créé la matière, mais qui en plus l'a organisée avec cette précision chirurgicale. Le Dieu, entre guillemets, le créateur que posent les frères Bogdanov, ce n'est pas un créateur personnel, un peu comme le Dieu des chrétiens ou des musulmans. C'est un mathématicien de très haut niveau. Un Dieu à la Spinoza, un autre philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui pense un monde génialement organisé. Est-ce qu'il s'occupe de l'homme? Là, les frères Bogdanov ne savent pas répondre. Là, ils voient bien qu'ils sortent du domaine de leur recherche spécifique, qui est une recherche de sagesse philosophique fondée sur les découvertes de la science. Il n'empêche que leur recherche est tout à fait légitime, à condition que la philosophie redevienne elle-même, à la recherche du réel dans toutes ses dimensions et par toutes les méthodes naturelles, y compris le raisonnement d'induction, comme viennent de le faire les frères Bogdanov. Dans ce cas-là, la philosophie, elle est utile, plus utile que tout. Je dirais même qu'elle intègre à l'intérieur d'elle-même les sciences modernes, puisque, après tout, la science moderne, c'est une méthode naturelle pour atteindre une partie du réel, le réel matériel. Mais la philosophie, elle va bien plus loin. Elle utilise toutes les méthodes. Et elle regarde tout le réel. Le scientifique, lui, ne regarde que la matière, mais, par exemple, la beauté, ou l'amour tendre entre un jeune homme et une jeune femme. Si le scientifique seul existait et avait droit au réalisme, il dirait l'amour, c'est de la chimie dans le cerveau, et la beauté, c'est une question d'harmonie entre des longueurs d'onde. C'est évidemment impossible. Le scientifique ne peut pas répondre à ces deux données du réel, que sont l'amour et la beauté, et d'autres choses, comme la vérité, etc. Il faut donc d'autres disciplines qui apprennent quelque chose de réaliste, et c'est la philosophie. Donc j'ai montré tout au long de ce devoir que la philosophie, finalement, avait trois grandes utilités, si elle est bien faite, de manière réaliste. Se connaître soi-même, c'est une connaissance qui nourrit l'intelligence, qui n'a peut-être comme but que de se connaître, mais qui est fantastique. Deuxièmement, réussir sa vie pratique, sa vie de travail, sa vie morale, sa vie politique. C'est quelque chose de tout de même grandiose quand la philosophie peut aider des jeunes à faire cela.
Et puis, un troisième sens que les frères Bogdanov ont pu manifester. Savoir d'où on vient, avec sa simple raison humaine. Est-ce qu'on est créé ou pas? Savoir, éventuellement, si on survit après la mort. C'est un domaine de la philosophie, par exemple, d'étudier les expériences proches de la mort, les NDE. Et Aristote ne les connaissait pas. Seulement, je voudrais montrer avec Jean-Paul II, dans son encyclique qui s'appelle Fides et Ratio, qu'il y a une autre utilité profonde de la philosophie, qui doit pouvoir être retrouvée si on arrive à un âge adulte, comme il le dit, un âge adulte de la philosophie. En effet, j'ai montré avec les frères Bogdanov que la raison toute seule n'était pas étrangère à l'idée qu'il pouvait y avoir un créateur. Depuis toujours, des philosophes le disent en passant par Bergson, et même des grands scientifiques comme Oparin, qui posaient en tout cas une force immanente intelligente à l'univers. Le problème, c'est que si on découvre un créateur hyper génial qui a structuré le monde et aussi la vie, il faut se poser la question de ce qu'il nous veut. Pourquoi avoir mis un être qui peut penser, mais qui va mourir? Or, la raison toute seule, confrontée à ça, a du mal à répondre. Certes, il y a des avancées, comme je le disais, grâce aux expériences proches de la mort. Il semblerait que le sens de tout cela est donné à l'heure de la mort. Seulement, comme disait le pape Jean-Paul II, la raison appelle la révélation. Si cette révélation doit arriver à l'heure de la mort, tant mieux. Mais dès maintenant, il y a une nécessité pour le philosophe qui est aussi humain de rechercher ce que disent toutes les religions qui prétendent parler au nom de ce créateur. Cette ouverture à la révélation est quelque chose qui actuellement est très important et très ressenti dans les écoles publiques de France. À savoir que le public, en particulier musulman, qui lui n'est pas indifférent à la religion, exige qu'on ne rejette pas cette question religieuse dans le domaine strictement privé. Et il l'exige de plus en plus. Évidemment, il a tendance à le faire selon la méthode qui a été usitée depuis à peu près l'an 1000, à savoir un certain rejet, une certaine méfiance pour la science. Eh bien, en Occident, où c'est le chemin inverse qui a été pris avec saint Thomas d'Aquin, donc une harmonie, la science et la foi qui marchent ensemble, il y a possibilité de retrouver cette harmonie et même de convaincre les musulmans qu'elle est nécessaire pour leur propre religion, puisqu'elle est confrontée à la modernité. Cette démarche, cette recherche d'harmonie entre science et foi n'est pas nouvelle. Les anciens le faisaient. Qu'on se rappelle par exemple le travail important que fit le peuple juif et qui est repérable dans la Bible hébraïque et dans la Bible grecque, lorsque l'influence grecque arriva chez eux. Loin de se replier sur les anciens apports égyptiens, apports babyloniens, ils intégrèrent la sagesse grecque et aussi la philosophie pratique grecque. C'est ce qu'en témoigne, c'est ce dont témoigne la Bible à travers par exemple le livre des Proverbes écrit en grec qui donne une sagesse humaine récoltée au cours des siècles avec des proverbes de bon sens. Mais le peuple juif ne se contentera pas de cela, puisque Moïse ne parle jamais de la vie après la mort. Il n'est pas contre, il n'est pas pour, il n'en parle pas. Alors, les Juifs vont chercher dans la mythologie grecque s'il n'y a pas des parts de vérité, et ils vont intégrer des parts de vérité. Ils parlent à un moment donné de l'Hadès, le séjour des morts, où ils sont vivants, où ils reçoivent une rétribution par le Dieu unique. Donc ils vont évidemment garder leur propre foi. Ils ne vont pas intégrer les multiples dieux grecs. Pourquoi cette nécessité? Parce que Moïse, et donc la philosophie, on pourrait dire, de conquête qu'il donne, et le monothéisme absolu qu'il donne, ne répond pas à toutes les questions. Et donc la pensée humaine cherche la réponse à où allons-nous après la mort, y compris dans des révélations. Je dirais, pour conclure, que lorsque science moderne, philosophie réaliste et révélation, chacun dans son domaine, marcheront ensemble, comme trois amis
Alors, on aura atteint l'âge adulte de la pensée. Personne ne méprisera personne, chacun regardant les réponses qu'apporte l'autre. Mais je pense que cette réconciliation ne pourra pas se faire si la philosophie elle-même ne guérit pas. Sinon, entre science moderne qui réduit tout à la matière et d'autre part, religion révélée qui parle uniquement de l'âme spirituelle qui survit à la mort, eh bien, il n'y a pas possibilité de se retrouver. Alors que la philosophie, elle est entre les deux. Elle garde ce qui est vrai dans le domaine matériel et ce qui est vrai dans le domaine spirituel. Sans oublier le domaine de la vie sensible entre les deux.